Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Suspension des subventions pour les véhicules électriques. L'opposition officielle s'inquiète pour le secteur des véhicules électriques au Québec. La première Volvo électrique roulait il y a 50 ans et Recharge Éco installe de nouvelles bornes de recharge rapide. Biden a pris de l'avance avant l'arrivée de Trump. La filière batterie à Bécancour va super bien. Et par où commencer? Les concessionnaires connaissent-ils les véhicules électriques? Chronique rouler vert. Les subventions, on en est rendu où? Et en grande entrevue, on s'entretient avec deux heureux propriétaires de la Volvo EX30. Oui, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu dévoiler, je pense que c'était en juin 2023. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 190 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. C'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ou un bon 2 semaines, que vous êtes repartis avec un peu de positivisme en ce début d'année, ma foi un peu morose. On a eu une succession d'annonces pas très reluisante depuis la fin de l'année 2024 et début d'année 2025 avec les réductions, les suspensions de subventions pour les véhicules électriques. C'est certain que c'est rien pour aider. Par contre, tel qu'on en parle dans notre dernier hors-série que vous avez sûrement écouté la semaine passée, des 12 raisons qui expliquent le succès des véhicules électriques au Québec, il n'y a pas que les subventions. Heureusement, on a identifié en compagnie de Daniel Breton 12 facteurs. Donc, les subventions sont un des 12, mais il en reste 11 autres quand même qui jouent vraiment en faveur de l'électrification des transports au Québec. Et puis, on a l'intention de capitaliser là-dessus vraiment beaucoup. Puis, on a espoir parce que c'est pas mal le vent qui semble se dessiner, qu'à tout de moins au provincial, là, après la suspension de 2 mois, la subvention provinciale de 4 000 $, je vous le rappelle, sera réinstaurée là, un petit peu plus tard, là, dans 2 mois environ. Alors, on a un podcast vraiment bien rempli aujourd'hui, un balado avec du contenu mur à mur, comme on dit. On va avoir évidemment une chronique de Sébastien Côté, la chronique Par où commencer pour les débutants, donc manquez pas ça. Et je vous rappelle que toutes les chroniques de Sébastien se retrouvent sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Si vous allez dans les guides, il y a les capsules pour débutants et toutes les chroniques qu'il a fait depuis le début sont toutes là. Allez écouter ça. Si vous êtes un débutant, là, ça répond à beaucoup de questions qui reviennent souvent et ça risque de vous éviter des petites erreurs de débutants, comme on dit. On a également une chronique de Stéphane Levert, Rouler vert, encore une fois cette semaine. On va faire le topo, justement, là, sur les subventions. On en est rendu où avec les suspensions, les subventions qui disparaissent, qui réapparaissent, là, c'est... Clairement, là, c'est quoi l'état de la situation pour quelqu'un qui se magasine une voiture aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, voire les prochains mois? En grande entrevue, on va parler avec des propriétaires de la Volvo EX30, véhicule dont on parle trop peu, je pense. Très intéressant, vraiment un modèle de véhicule qui gagne à être connu. Donc, deux heureux propriétaires du véhicule vont nous donner leur appréciation, les points pour, les points contre, donc manquez pas ça. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous reparler du petit Émile. Et oui, mon fiston, qui a 6 ou 7 ans, faisait des chroniques là, en tant qu'enfant dans le podcast Silence on roule. Ben, il a grandi, il termine cette année son secondaire. Il est à l'École d'éducation internationale et dans le cadre du secondaire 5 à l'École internationale, il doit produire un projet d'intégration de fin d'année. Et croyez-le ou non, peut-être qu'on l'a inspiré. Émile a décidé de faire un podcast. Alors, pour en parler, j'ai décidé de l'inviter. Bonjour, Émile. Bonjour. Parle-nous donc de ton podcast. Comment tu as eu l'idée, puis c'est quoi ton podcast? Mon podcast, c'est une série de 4 épisodes qui parlent de la croissance personnelle pour les jeunes. Mon idée vient en fait du fait que je trouvais que sur les réseaux sociaux, souvent la croissance personnelle, c'était abordé par des adultes, puis le public cible, c'était les adultes.
Mais je pense que de vouloir devenir quelqu'un de meilleur puis de grandir, on peut commencer ça à n'importe quel âge. Fait que je trouverais ça intéressant d'adapter toutes ces choses-là pour les jeunes. En tout cas, pour ce qui est de grandir, je peux te dire que dans les 6 dernières années, tu as grandi physiquement, en tout cas. Mais là, évidemment, on comprend qu'on ne parle pas de physiquement, hein, on parle de croissance personnelle. Donc, tu as plusieurs sujets. Nomme-nous donc, mettons, quelques sujets que tu traites dans ton balado. Je parle de motivation, d'autodiscipline, de méditation. Je parle de sport, d'équilibre de vie, de relations avec les autres. Donc, c'est assez complet comme type de podcast, Émile. Moi, je tiens juste à souligner que, évidemment, Émile a dû faire là, par lui-même toutes les démarches pour ce podcast-là. Donc, que ce soit trouver le thème, faire toutes les lectures, il a lu plusieurs livres, fait toute la recherche, trouver les invités, enregistrer les invités, que ce soit avec un enregistreur mobile à l'école ou en studio ici. Il a tout fait le montage lui-même. Il a même créé l'ambiance sonore et le thème de l'émission. Donc, c'est un beau travail d'intégration pour les podcasts. Donc, les gens qui veulent écouter ça, ben c'est facile. Donc, vous tapez dans n'importe quelle application de podcast Ado, mais attention, ça s'écrit AD apostrophe H-A-U-T. AD apostrophe H-A-U-T. Et on vous incite à vous abonner puis à écouter ça. Merci, Émile, d'être venu nous en parler à Silence on roule. Ça fait plaisir. Alors maintenant, sans plus tarder, je vous propose tout de suite d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. En marge du Salon de l'Auto de Montréal, Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle pour l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, a rencontré la semaine dernière des représentants de l'industrie automobile pour aborder l'avenir de l'électrification des transports. Cette rencontre a permis de constater un décalage entre le discours optimiste du gouvernement et les préoccupations réelles du secteur. Les récentes déclarations du ministre caquiste affirmant que la suppression des subventions pour l'achat des véhicules électriques n'affecterait pas l'atteinte des objectifs de vente sont jugées hasardeuses par Mme Dufour. Selon la députée libérale d'Émile-Île, cette décision pourrait avoir des répercussions négatives sur les consommateurs québécois. Un autre enjeu soulevé par Mme Dufour, dis-je, concerne les contraintes réglementaires imposées à l'industrie automobile. Elle critique leur rigidité et suggère de s'inspirer du modèle californien. Celui-ci permet aux constructeurs de calculer leur cible de vente de véhicules électriques sur un cycle de 3 ans, offrant ainsi une meilleure flexibilité et une plus grande prévisibilité. Cette adaptation pourrait s'avérer cruciale, notamment si des tarifs commerciaux venaient perturber l'écosystème de l'industrie automobile. On parle de la Volvo EX30 aujourd'hui. L'intérêt des Canadiens pour les véhicules Volvo, en particulier les modèles électrifiés, est en pleine croissance et les statistiques de vente publiées par Volvo Canada confirment cette tendance. Cependant, sans les nombreuses innovations technologiques récentes qui ont rendu les véhicules électriques plus attrayants, cet engouement aurait-il été aussi fort si les VE avaient été conçus comme les premiers modèles électriques de Volvo? Chez Volvo, ce premier modèle s'appelait le Elbil, en termes scandinaves signifiant simplement « voiture électrique ». Ce prototype a vu le jour il y a près de 50 ans dans un contexte du premier choc pétrolier, une époque où certains constructeurs automobiles commençaient à reconnaître leur part de responsabilité dans les problèmes environnementaux. Per Galimiar, alors PDG de Volvo, avait exprimé cette prise de conscience lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement en 1972, déclarant « En tant que constructeur automobile, nous faisons partie du problème. Nous devons donc faire notre part dans la solution. »
Rappelons que cette première voiture électrique de Volvo était équipée de 2 moteurs électriques délivrant 9,5 kW, soit 12,7 chevaux aux roues arrière, permettant une vitesse de croisière de 50 km/h et des pointes pouvant occasionnellement atteindre le 70 km/h. Le 22 janvier dernier, Papillon Infrastructure Nature, gestionnaire du réseau de Recharge Éco d'IGA, a marqué une importante étape en inaugurant 2 nouvelles bornes de recharge au supermarché IGA, marché Émilie-Philippe Desmarais, situé à Contrecœur. Cette installation ajoute 4 ports de recharge et illustre la volonté de l'entreprise d'élargir son réseau. En effet, l'expansion de Recharge Éco IGA au Québec comprend l'ajout de 20 nouveaux sites, soit un total de 80 ports supplémentaires. Ainsi, le réseau atteint désormais 182 ports de recharge répartis sur 71 emplacements à travers la province. Quelques jours seulement avant l'arrivée en poste de Donald Trump, l'administration Biden avait annoncé l'attribution de 635 millions de dollars pour le développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Ces subventions issues de la loi bipartite sur les infrastructures adoptée en 2021 laissent un solde de seulement 700 000 dollars sur les 2,5 milliards initialement prévus pour ce programme. Le fonds soutiendront 49 projets répartis sur 27 États, le district de Columbia et 4 territoires tribaux. Ces initiatives visent à installer plus de 11 500 bornes de recharge et des infrastructures pour carburants alternatifs. Les subventions se divisent en 2 volets. 368 millions de dollars seront consacrés à 42 projets locaux visant à renforcer les infrastructures de recharge au sein des communautés et 268 millions de dollars seront investis dans 7 projets pour développer un réseau national de recharge rapide, principalement le long des corridors de carburants alternatifs désignés. Actuellement, les États-Unis comprennent environ 70 000 stations publiques représentant près des 197 000 ports de recharge. Selon le DOE, Alternative Fuels Data Center, malgré ce progrès, l'administration Biden vise beaucoup plus haut, atteindre 500 000 ports de recharge publics d'ici 2030. Depuis les résultats des élections présidentielles, l'administration Biden accélère les distributions des fonds dédiés aux infrastructures d'énergie propre. Ces précipitations s'expliquent par les menaces de Donald Trump, qui, depuis son arrivée en poste, veut révoquer ses financements. Cependant, une fois les fonds attribués, les annuler devient juridiquement très complexe, offrant une protection aux projets engagés. Une équipe de chercheurs de l'Université de Toronto a publié une étude qui met en lumière l'impact positif des véhicules électriques et des réseaux énergétiques propres sur la qualité de l'air et la santé publique en s'appuyant sur des données américaines. Bien que les données proviennent des États-Unis, les conclusions sont universelles. Les véhicules électriques et les réseaux décarbonés améliorent la qualité de l'air et par conséquent la santé humaine au Canada et partout ailleurs dans le monde. Selon l'étude, la pollution de l'air est l'une des principales causes de mortalité, ayant entraîné environ 7 millions de décès dans le monde en 2019, dont 4 millions dus à l'exposition aux particules fines. Ces particules augmentent le risque de crise cardiaque, d'asthme et de diminution des fonctions pulmonaires. La filière batterie à Bécancour continue de prendre de l'ampleur avec des retombées économiques déjà estimées à 2,5 milliards de dollars selon des données révélées cette semaine par la Société des parcs industriels et portuaires de Bécancour. Cette somme regroupe l'ensemble des contrats attribués pour le développement des infrastructures du parc industriel ainsi que pour 5 projets majeurs en cours, soit Ultium Cam, Nemaska Lithium, EcoPro, BM, Air Liquide et Mirae. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Je pense que c'est encore temps de le faire, Sébastien. Bonne année.
Merci, Martin. Pareillement à toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Une année en santé. En santé, bien sûr. Plein d'échanges constructifs autour des véhicules électriques. Aussi. Plein de nouveaux électromobilistes que vous pourrez, l'AVEC, toujours bien renseigner. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour cet excellent travail que vous faites à ce chapitre-là, mon cher Sébastien. Aujourd'hui, premier de peut-être quelques chroniques que tu vas faire sur le sujet des mythes et des demi-vérités. On fait une petite allusion et un petit, comme on dit dans le métier, un shout-out à notre ami Daniel Breton et son livre 50 mythes et demi-vérités. Aujourd'hui, tu vas nous parler des concessionnaires. Il paraît qu'il y a une demi-vérité qui dit que les concessionnaires connaissent bien les véhicules électriques. C'est une vérité, une fausseté, une demi-vérité? Sans insulter personne, bien sûr. Exact. Mais ça va être une demi-vérité parce que c'est bien expliqué là. Comment Daniel le présente, il y a vraiment des mythes, mais ici, demi-vérité, c'est que ça veut dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, il ne faut quand même pas trop généraliser, mais la plupart des concessionnaires, encore aujourd'hui, manquent de connaissances sur le sujet. Malgré qu'il y en a beaucoup qui commencent à avoir là, le désir de faire progresser la vente des véhicules électriques, mais de façon assez générale. Ouais. Un manque de connaissances. Et là, je ne veux pas qu'on s'écarte trop là-dedans, Sébastien, mais il y a quand même un contexte historique à ça qu'il faut que les gens comprennent bien. Donc, on a des gens qui sont dans un milieu, dans un domaine d'affaires qui fonctionnait sensiblement de la même façon depuis pas loin d'une centaine d'années. Et là, du jour au lendemain, on change complètement la technologie. Ça ne marche plus du tout de la même façon. Ces véhicules-là ont des particularités complètement différentes de ce qu'ils ont toujours connu. En plus, ils arrivent au compte-gouttes seulement dans certains modèles, souvent dans certaines marques. Un petit fond de scepticisme sur le fait que c'est juste une vague et que ça va repartir. C'est moins vrai aujourd'hui, mais ça l'a été pendant longtemps. Tout ça, ça a fait en sorte que c'était rien pour donner le goût non plus aux vendeurs ou aux concessionnaires de se plonger puis d'y aller tout de go. Donc, il y en a qui ont embrassé la vague du changement et qui l'ont fait avec brio, mais il y en a d'autres qui ont résisté jusqu'à la toute fin. Et ça fait en sorte qu'on ne peut pas avoir le même degré d'enthousiasme. Et je terminerai en disant que tous ces éléments-là font en sorte que c'est probablement pour eux un peu plus complexe de vendre une voiture électrique que ça l'était. Donc, ils forcent plus fort pour arriver au même résultat. Je me trompe? Non, tu as parfaitement raison. Au niveau des efforts, ce qui est mentionné là, dans le livre, là, c'est la vente d'un véhicule électrique pourrait prendre jusqu'à 4 fois plus d'efforts pour vraiment vendre versus un véhicule à essence. Donc, c'est pas très alléchant de façon à la base de dire que tu vas avoir un ratio de 25% de ce que tu vendais avant. Donc, par la force des choses, c'est moins alléchant. Puis il y a plein de phénomènes aussi. Pendant longtemps, les véhicules n'étaient pas disponibles. Donc, si quelqu'un venait te voir pour un véhicule électrique puis que c'est vraiment ça qu'il voulait, tu y vendais un véhicule que tu ne pouvais pas y livrer, sachant que les vendeurs sont payés à la livraison du véhicule, bien là, tu fais tout l'effort de vente, mais la livraison pouvait avoir lieu dans 6, 12, 18 mois plus tard. Puis dans le monde de l'automobile, des fois, 18 mois plus tard, tu n'es même plus à la même bannière. Donc, tu as fait l'effort de la vente, mais c'est pas toi qui veux récolter les sous qui viennent avec ça. C'était pas un incitatif très fort à pousser la vente. Il y a aussi le fait que les vendeurs peuvent, en principe, connaître ce que fait ou fait pas le véhicule parce que, bon, ils l'ont lu, ils l'ont essayé, ils ont peut-être eu une formation, mais ce véhicule-là va évoluer dans un écosystème qu'ils ne connaissent pas toujours très bien, n'est-ce pas? Non, effectivement. Tu sais, quand on parle d'écosystème, là, on parle de ce qui entoure tout le véhicule électrique, c'est la recharge, les programmes gouvernementaux, les bonnes habitudes. Il y a plein de facteurs de ce côté-là qui n'est pas encore bien connu de façon générale. Les formations qui vont être données par le constructeur vers le concessionnaire et ensuite vers les conseillers vont être beaucoup axées au niveau du véhicule, de ce que le véhicule va donner, certaines caractéristiques. Mais après ça, il y a tout ce qu'il y a aux côtés que les connaissances ne sont pas encore rendues partout. Puis c'est ça que les gens vont rechercher, puis c'est ça que les gens devraient s'informer aussi. Oui, puis la technologie étant différente, la façon d'entretenir, de mesurer, de prévenir est différente. Il faut que les mécaniciens, les techniciens aient été formés. Ce n'est pas toutes les concessions qui ont ces gens-là spécialisés pour les aider. Donc, ça fait que la variabilité du niveau de maîtrise de l'écosystème véhicule électrique est très grande d'un concessionnaire à un autre, d'une marque à un autre. On peut avoir des très bonnes expériences parce qu'il y en a, et on le répète, des très bons, mais il y en a des vraiment mauvais et puis les gens sortent de là déçus. Là. On va sortir déçus aussi, mais des fois, ça peut être difficile de détecter, voir le niveau de connaissance ou si on ne se fait pas compter
des niaiseries aussi, on ne le sait jamais. Donc, il faut vraiment être très vigilant de ce côté-là. Puis, comme tu as mentionné, par chance, on n'a plus de concessions qui en donnent là, du service avant, du service durant, du service après la vente. Puis, au lieu de le voir comme un fardeau, il voit ça comme une opportunité parce que l'expérience, si elle est bonne, le client va revenir encore une fois pour se faire conseiller dans ce domaine-là. Donc, vous allez voir aussi une connexion à ma précédente chronique, là, juste avant la fin de l'année dernière, que je parlais au niveau de visite de salon de l'auto. Des fois, dans un kiosque du manufacturier, on va se faire dire « Ah, mon véhicule, il fait telle chose, c'est le meilleur. » Mais en réalité, dans les concessionnaires, ça pourrait arriver qu'on vous fasse la même chose. Donc, faites votre devoir d'évaluer vraiment au niveau de vos besoins des aspects qui sont plus, comment je pourrais dire, cartésiens par rapport à dire le choix d'un véhicule pour arriver, puis pas trop se faire, dire des faussetés ou des demi-vérités, justement, dans les concessionnaires. Oui, tout à fait. Puis moi, je me permets, parce que vous êtes très humble à l'association, fait que je vais me permettre d'être un peu moins humble que vous et vanter le fait que les gens qui commencent à se magasiner une voiture électrique, on l'a dit tantôt que l'AVEC pouvait les conseiller. Moi, je conseille fortement aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont en processus de débuter avec une première voiture électrique, de devenir membre de l'association. Minimalement membre or, mais idéalement membre platine. J'explique pourquoi. Le membre platine de l'AVEC va être jumelé avec un bénévole, appelons-le un mentor, qui va pouvoir l'accompagner dans le processus avant, pendant et après l'acquisition du véhicule. Donc, avant pour l'aider à faire les bons choix, magasiner, poser les bonnes questions. Pendant pour tout le processus puis les différentes étapes qu'on a à tenir compte au moment de l'acquisition du véhicule. Et après, pour vous aider à bien maîtriser votre véhicule, évidemment, si vous y allez pour un modèle particulier, bien, on va vous matcher sûrement avec un mentor qui possède déjà ce véhicule-là et qui pourra lui prendre vraiment le temps, ce qui peut difficilement toujours être fait adéquatement chez le concessionnaire, pour prendre le temps de tout vous expliquer les fonctionnalités du véhicule puis vous permettre d'optimiser votre expérience. Et ça, bien, les membres platine de l'AVEC ont ce service impeccable-là. Donc, allez faire un petit tour sur le site web de l'AVEC, dans la section pour devenir membre, là, puis payez-vous ce luxe-là, puis vous allez comprendre pourquoi les experts de l'AVEC sont là pour vous. En terminant, Sébastien, donc, c'est une première demi-vérité. On l'a dit tantôt, c'est tiré du livre de Daniel Breton. Tu vas en faire plusieurs qui viennent de ce livre-là? Oui, je vais essayer d'en choisir quelques-unes là, au courant de l'année prochaine ou de la prochaine année, je devrais dire. Puis, dites-vous aussi que vous pouvez aussi y aller de vous-même et de lire certains mythes de ce livre-là, parce que nous, les bénévoles à l'AVEC, c'est un outil qui va nous être vraiment utile, parce que à nous, pour essayer de défaire des mythes, mais aussi peut-être à vous, là, si jamais vous rencontrez de la famille ou à Noël, ça jase. On a tout un cousin et un mononcle qui connaissent bien ça. Fait que là, à ce moment-là, ben, c'est une façon très, comment je pourrais dire, avec des faits, très facile d'aller déboîter des mythes. C'est le bon mot, Sébastien, c'est que ce livre-là, ce qu'il fait que la plupart des autres avenues ne nous offrent pas, c'est le fait d'être documenté. C'est-à-dire que chacun des mythes ou des demi-vérités est expliqué avec des références, des liens vers des articles scientifiques, des rapports de recherche officiels. Donc, c'est pas basé sur des oui-dire, des candidatons, puis des gens là, qui s'inventent une réalité. Là, c'est basé sur des faits vérifiés et vérifiables. Donc, c'est ce qui manque par les temps qui courent, là, des gens qui sont capables de démontrer ce qu'ils affirment. Et ce livre-là vous permet de dire, ben voilà la réalité, puis voici les preuves de cette réalité-là. Exact. Donc, on clôt le sujet quand on fait ça comme ça. Sébastien, les gens qui ont plus de questions ou encore qui voudraient entrer en contact avec toi font ça de quelle façon? À l'adresse courriel, sébastien.côté@silenceonroule.com. Bon, 2 semaines, Sébastien. On se parle bientôt. Merci beaucoup. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche.
Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, on parle d'une belle petite voiture dont, selon moi, en tout cas c'est mon avis personnel, on entend trop peu parler. C'est la Volvo EX30. Et pour en parler, deux propriétaires. Avec moi ici en studio, Gilles Savard. Bonjour Gilles. Salut. Et à distance, j'ai Martin Grégoire. Bonjour Martin. Bonjour. Donc, messieurs, vous avez tous les deux une Volvo EX30. Ben, je vais commencer avec toi, Gilles. Est-ce que c'est ta première voiture électrique? Non, c'est pas ma première. Ça fait presque 10 ans maintenant que je roule en voiture électrique. Un pionnier. Ouais. C'était quoi avant? Presque comme toi. Ouais, presque. J'ai commencé avec une BMW i3. OK. Ensuite, j'ai eu la Bolt que j'ai encore d'ailleurs. Okay. Puis ma conjointe, elle a une petite Spark EV. OK. On est toujours dans les petites autos, là. Hein? Ouais. J'aime bien les petites voitures. C'est pour ça qu'elle m'a charmé quand j'ai vu la présentation en 2023. Là. C'est excellent, ça. Puis toi, de ton côté, Martin, est-ce que c'est ta première voiture électrique? Oui, ma première voiture électrique, après tant d'attentes, 2 dépôts sur une Ioniq 5, un dépôt sur un Prologue Honda, puis après ça, le dépôt sur Volvo, puis finalement... T'es allé avec Volvo. Avec la Volvo, oui. Ben, écoute, une question simple, puis je te la pose tout de suite, Martin. Pourquoi, parmi toutes, tu dis que tu as fait des dépôts sur plusieurs voitures, pourquoi c'est la Volvo que tu as choisie? Ben, en dernier, j'ai su que le modèle Ioniq 5 2025 était pour avoir le fameux... essuie-glace arrière, plus une longue batterie et tout. Mais j'avais gardé mon dépôt de Volvo. Puis finalement, j'ai eu la chance de faire l'essai de la Volvo EX30 et du Ioniq la même journée. Et puis c'est là que j'ai pris la décision d'aller avec la EX30 parce que j'ai trouvé ma position de conduite. C'était merveilleux, là. Le volant. Ça me rappelait mon vieux temps dans ma Honda Civic 93 hatchback. Où j'ai déjà eu aussi une Veloster Turbo. Ça file comme un kart. Ah, t'es tombé en amour avec le confort aussi dans la voiture. Ben, surtout pour la position de conduite parce que je suis pas une grande personne. Là, fait que c'était idéal pour moi. T'étais bien dedans. Toi, Gilles, de ton côté, qu'est-ce qui a fait que t'es allé avec la Volvo? Parce qu'elle était petite ou... Ben, j'aime ça petit parce que je trouve que c'est plus maniable. Ça fait moins peut-être bateau. Puis quand c'est plus petit... Puis là, ce qui était véhiculé beaucoup dans les médias, c'est que c'était même plus petit que la Bolt. Mais en fait, c'est vrai puis pas vrai parce que elle est un peu plus courte, mais elle est plus large que la Bolt. Fait que moi, dans mon idée, c'était plus large, plus court, c'était encore plus stable. Avec bonne tenue de route. Ouais. Puis je me suis pas trompé après l'avoir essayé quelques semaines avant de prendre livraison. J'ai vu que la conduite, c'était vraiment merveilleux. Là. Fait que toi aussi, tu l'as essayé avant. Est-ce que tu en as essayé d'autres? Est-ce que tu regardais d'autres modèles en parallèle, toi, comme Martin? Moi, quand je tombe un coup de cœur, je jette mon dévolu là-dessus. Je n'ai essayé d'autres, oui. J'ai essayé des Tesla, j'ai essayé une Tesla. C'est sûr que j'avais des points de comparaison avec celle de ma conjointe puis celle que j'ai déjà eue dans le passé aussi. Mais il y avait beaucoup de... on le sait, là, en ce moment, dans le marché, il y a beaucoup de gros véhicules. Puis moi, j'aimais ça plus petit. Fait que là, ça, c'en était un qui sortait. Ils basent leur marketing là-dessus en plus que c'est petit. Moi, je le trouve comme juste parfait. C'est un format au Québec. Il n'est pas gros, mais il n'est pas trop petit. C'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. Il est presque aussi large que le CR-V que j'avais juste à... Oui, c'est impressionnant quand tu te tiens devant, tu regardes la largeur, là, c'est comme pas petit. Ouais, c'est pas une Smart. Là. Non, c'est pas une Smart. Parlons donc justement, avec la taille vient souvent un réflexe naturel de penser au confort ou à la tenue de route. Martin, si tu avais à nous le décrire, là, côté confort de conduite, tenue de route, comment Le confort de conduite, là, j'ai rien, c'est irréprochable. Là, les bancs, moi, j'ai la version Twin Ultra. Donc, les bancs là, sont vraiment... Ils t'enveloppent là, bien sur les côtés. La tenue de route est parfaite. Moi, je la trouve correcte. Mais étant donné que c'est mon premier véhicule électrique, j'ai comme eu peur un peu là, en accélération pour aller dépasser vers la gauche. Si on accélère un peu trop et on change de ligne, là, il swing. Ça swing pas mal. Là. Donc, à cause du poids du véhicule, probablement, ça? Je pense qu'un mélange du poids, mais plus de la puissance que tu obtiens
étant donné qu'il fait le 0-100 en 3,4 secondes, c'est ça, je dois m'ajuster. Je suis quelqu'un qui conduit quand même assez vite, mais depuis que j'ai un véhicule électrique, je conduis moins vite parce que je suis obsédé par le pourcentage de la batterie. Ouais, on devient éco-responsable assez vite. Hein? Oui, c'est comme je veux atteindre un maximum tout le temps. Bien sûr. Toi, Gilles, confort, tenue de route? Le confort, c'est sûr que j'avais une Bolt, puis on sait que la Bolt, il y a des gens qui se plaignaient de... c'est pas sa force, c'est clairement c'est pas ça, sa force. les sièges et tout ça. Moi, je trouvais que c'était correct. Mais depuis que j'ai la Volvo, je me rends compte c'est quoi les gens voulaient dire avec la Bolt. C'est sûr que Volvo sont reconnus pour la qualité des sièges, là, je pense, en général, là, dans tout le modèle. Puis quand j'ai commandé, moi aussi, j'ai donné mon dépôt en avril 2024. Puis je regardais les specs dans ce temps-là. Je n'étais même pas supposé d'avoir des bancs électriques. Fait que, parce que moi, j'ai la Twin aussi, mais Ultra. Pas Ultra, le modèle avant Plus. Parce qu'il y a la Core, la Plus, puis la Ultra. Moi, j'ai la Plus. Puis finalement, ici au Canada, on a les bancs électriques quand même. Fait qu'il y a des supports en dessous des sièges, là, des contrôles. Évidemment qu'il n'y a pas dans la Bolt. Fait que oui, je la trouve très confortable. Là, puis la conduite, je n'ai parlé tantôt. Là, c'est ça. Moi, je trouve ça très maniable, là, vu que c'est tout petit. Puis je pense que ça aide beaucoup. Là. Ouais. Si on parlait maintenant, parce que souvent, on va associer la taille du véhicule avec l'autonomie du véhicule. On est habitué, les premiers véhicules électriques étaient très petits, puis il n'y avait pas beaucoup d'autonomie. Puis c'est maintenant d'avoir des plus gros qui avaient plus d'autonomie. Pourtant, théoriquement, on pourrait mettre beaucoup d'autonomie dans un petit véhicule maintenant. Si on parle de l'autonomie réelle du véhicule, et puis là, au moment où on enregistre, là, on est à l'automne, mais on a un automne relativement doux, je devrais dire, là, même encore. Aujourd'hui, c'est très doux. Mais ça ressemble à quoi vos autonomies réelles, Martin, là, un bain plein? Je dirais que je l'ai chargé juste une fois en 35 jours à 100%. À 90%, j'ai à peu près 300 km d'autonomie. Donc puis, 300, légèrement en haut de 300 km. Là, oui, mais j'ai fait beaucoup d'essais à mes amis. Donc, étant donné qu'il tient compte de ta conduite précédente, ben, j'ai accéléré. Oui. T'as essayé d'impressionner la galerie. J'ai impressionné aussi. Fait que là, je vais me calmer, puis ça va... Ça va se rajuster. Avec la belle saison. Oui, toi, ça donne quoi, Gilles, à peu près, comme autonomie? C'est sûr qu'on a eu des journées chaudes qui ressemblaient à l'été. Là. Ouais. Moi, je l'ai eu le 1er octobre, donc mais on a quand même eu des au-dessus de 20 degrés. J'ai eu presque 390 c'est bon, dans ça. Une semaine. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est comme Martin dit, quand on l'a au début, on l'essaye peut-être un peu plus. Là, fait que, vu qu'avec la Quelle puissance... version que tu as, toi, Gilles? Pardon, la Plus. Ah, la Plus, OK. La Plus, mais Twin aussi, comme toi, là. Donc, on serait censé avoir le même... à peu près la même autonomie. Mais ça dépend aussi de la température, là. Toi, je pense que t'es où? T'as-tu des 20 degrés? Je suis dans l'Outaouais, j'étais à Gatineau. OK. Ça dépend de la conduite, ça dépend... Tu payes des côtes, pas de côtes. Ça dépend tellement d'affaires, mais... On peut dire qu'à température là, estivale clémente, là, on est en haut de 300, là, entre 300 et 390. Là, d'après moi, on se rapproche du 405 qui nous disent. Qui annonce. Oui, d'après moi, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jours consécutifs au-dessus de 20. Là, donc, d'après moi, durant l'été, on va atteindre le 400 probablement. Là. En ce moment, c'est plus... comme la fin de semaine dernière, là, c'était plus moins 1, 0, 1 degré. J'étais à 265, 270, chose comme ça. Moi, pour vous donner un chiffre, j'ai réussi à la baisser à un moment donné à 15,9 kWh la consommation. Là, donc, tu parles de la consommation au 100 km? Oui, c'est ça. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a un bon potentiel. Oui, à 15,9, là, tu vois, avec la Bolt, on se tient quoi à ça? 16, 17 à peu près? 17 à peu près. Oui. Parlons un peu de recharge du véhicule maintenant. Donc, le véhicule est annoncé se recharger sur une borne niveau 2 jusqu'à 11 kW. Bon, évidemment, on n'est pas obligé d'avoir une borne 11 kW à la maison, ça va marcher pareil, mais elle peut fonctionner jusqu'à 11 kW. Et on annonce sur les bornes rapides en courant continu jusqu'à 153 kW max. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui l'a essayé sur une borne rapide? Non, seulement à la maison dans mon cas.
Aussi, Ouais, j'ai comme hâte de l'essayer ouais. parce que j'ai jamais eu aussi rapide, mais non, pas encore. Ça n'a pas eu besoin. Ben, écoutez, vous ne l'avez peut-être pas essayé, mais il y a quand même des gens qui l'ont essayé, puis il y a des sites là, qui relatent, là, qui font les tests réels. Là. Ben, en fait, ce qui est particulier, puis c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, là, effectivement, il va chercher là, légèrement en haut de 150 kW, là, 153 qu'on annonce, puis dans les chiffres, c'est à peu près ça que ça donne. Mais aller jusqu'à peu près 30-35 % de charge. Dès qu'on arrive en haut de 35 %, là, on tombe dans un escalier qui descend de façon graduelle. Puis pour vous donner une idée, là, un ordre de grandeur, quand je dis que ça descend de façon graduelle, à 40 % de charge, on est à peu près à 130 kW. À 50 % on est à 100. À 60, on est à peu près à 75. Puis à 70, on est à peu près à 60. Et à 80, là, on tombe drastiquement, là, quelque chose comme 40 kW, là, ce qui est correct. On est rendu à 80 % de charge. Mais c'est vraiment une pente descendante là, qui débute à peu près à 30-35 % de charge. Donc oui, elle va chercher une puissance élevée, mais on peut comprendre que ce n'est pas une grosse batterie, puis c'est normal qu'elle ne puisse pas supporter ces puissances-là très longtemps. Mais ça va donner, selon les tests qui ont été faits, là, sur une recharge de 10 à 80 % de charge, une puissance moyenne, là, donc on a dit que le maximum qu'elle va chercher, c'est 150, puis elle descend. Mais c'est une moyenne quand même de 91 kW sur de 10 à 80, ce qui est quand même excellent. Il n'y a pas beaucoup de petits véhicules de cette taille-là qui ont des performances de recharge aussi intéressantes. Fait que je vous le dis à tout hasard, quand vous serez rendu à faire les tests vous-même, là, ça reste que c'est quand même intéressant. J'aimerais ça que vous me parliez de l'intérieur du véhicule. Puis je vous explique pourquoi, puis vers où je vous dirige. D'un côté, ben, il y a une réputation Volvo de qualité de finition qui est là, je dirais quasiment historique. Mais il y a également beaucoup de discussions autour du look intérieur de ce véhicule-là, l'absence de boutons qui semble en fatiguer plusieurs. Donc, j'aimerais savoir votre perception là-dessus. Martin, toi, pour commencer, parle-nous donc de ça, l'intérieur, la qualité d'assemblage intérieur, puis l'absence de boutons, qu'est-ce que tu en penses? La qualité d'assemblage, c'est solide. J'aurais peut-être juste un petit... il y a comme un genre de panneau sur le dash, là, en arrière de l'écran, qui, au froid, on entend un petit peu une petite vibration, mais ça, c'est quelque chose... c'est un panneau qui s'enlève et qui se remet, donc ça doit être ajustable. Mais sinon, le reste, là, les portes, le porte-gobelet et tout ça, là, puis la tablette, on s'habitue assez vite. Puis moi, ça me rappelle, j'ai déjà eu une Toyota Echo 2004, puis toute l'instrumentation puis le speedomètre était au centre, là, incliné vers le conducteur. Donc, on s'habitue vite, là. Oui, puis l'effet que tout ce contrôle-là, ça te fatigue pas trop quand tu vas accéder à... Non, parce qu'à un moment donné, tu sais où ce qui sont les choses. Puis, si c'est juste pour faire des petits 10 km, 15 km, mais tu fais pas de gros ajustements, là. Moi, je désactive là, le petit œil magique qui nous regarde là, pour si on est déconcentré, là, parce que des fois, ça vient tannant. Je désactive ça, puis j'ai désactivé en tout temps le maintien dans les lignes, là, parce que quand on dépasse une ligne peinturée au sol, là, le volet me donne vraiment un coup pour qu'on rentre dans la race. Le maintien de ligne, ouais. Ça, j'aime pas ça, ouais. Ouais, parce que nos routes dans l'Outaouais là, sont tout défoncées, sont tout mal faites. Des fois, on fait ça pour éviter des trous, donc... Donc, je comprends que le véhicule est doté d'un régulateur de vitesse adaptatif qui s'ajuste à la vitesse du véhicule en avant de nous et un maintien de ligne. Donc, si vous lâchez le volant, il vous maintient centré ou c'est juste un coup dans le volant? Non, il nous maintient vraiment centré, mais je le trouve un peu intrusif, là. Fait que moi, je préfère l'adaptatif, mais c'est moi qui tiens le volant. Ouais, donc, je désactive le maintien en ligne parce que j'ai remarqué que sur les sorties d'autoroute, on dirait qu'il veut sortir, puis là, il réalise, non, OK, ça continue. Donc, j'aime moins cette partie-là. Je la désactivais aussi sur les autres véhicules que j'avais avant. OK. Gilles, toi, de ton côté, la finition de l'intérieur, l'absence de boutons, le look épuré, tu t'habitues à ça? Moi, c'est ce que j'adorais aussi de l'intérieur, là, c'est le look épuré. C'est solide aussi, j'ai pas de craquement, rien. On sent vraiment la solidité.
Le pas de bouton aussi, j'aime ça. Je suis assez techno, fait que j'aime ça jouer des menus. Des menus et tout ça. C'est vrai que des fois, la radio, de voir, il y a le chose sur le volant, mais il n'est pas tout à fait réactif des fois. Puis il faut peser 2 fois pour atteindre le volume de la radio. Je n'ai entendu dire un bon petit bouton que tu tournes, c'est pas réinventer la roue, puis ça marche bien. C'est peut-être un peu vrai. Moi, ça marche tout le temps. Ouais, ben je sais pas. Des fois, sur le volant, le premier coup, il réagit pas tout de suite. Là, je sais pas pourquoi. Mais bon, je me dis, je sais qu'il y a bien aussi des gens qui ont peur parce qu'on lit un peu partout qu'il y a des bugs logiciels. Il y en a un peu des bugs logiciels, des petites affaires. Mais moi, ça ne me stresse pas beaucoup parce que je sais que le boss de Volvo a dit « Inquiétez-vous pas, on fait des mises à jour. » Puis effectivement, il y en a plusieurs fois des mises à jour depuis que je l'ai. Des mises à jour over the air, donc ça se fait tout seul, vous avez rien à faire. Ouais. Ça se fait tout seul, puis on voit le descriptif de ce qui améliore, ce qui change, des nouveaux features. Il y a un point, je ne sais pas si on a le temps. Moi, j'espérais que ce que j'avais sur la boîte, c'est les hautes automatiques quand on va en campagne. Oui, on l'attend. C'est ça. Ben, au début, moi, je pensais que je l'avais, puis là, je l'essaye, je ne le trouvais pas. Je disais, voyons donc, ça veut dire qu'il fallait que j'aille de la Ultra pour avoir ça. J'ai appelé le concessionnaire, parce que là, j'étais déçu. Ce crime, c'était un feature bien important pour moi. Puis finalement, ils m'ont dit, on vient d'avoir une communication de Volvo Canada que ça va arriver dans une mise à jour prochaine. OK. Donc là, j'étais rassuré. Au moins, ça s'en vient. Toutes ces nouvelles technologies-là de véhicules qui ont beaucoup de logiciels à bord, ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Il y a plein de choses qui se corrigent, qui s'ajoutent, qui s'améliorent, ce qu'on n'avait pas avant. Hein? C'est ça, on ne reste pas figé dans le temps là, avec le logiciel. Non, exactement. Puis en parlant de lumière, c'est le premier véhicule que j'ai des defogs arrière. J'ai jamais eu ça avant. C'est vrai. Écoutez, messieurs, le temps file, mais peut-être une petite avant-dernière question. Au niveau de la technologie embarquée, donc c'est, si je ne me trompe pas, là, vous me dites si je me trompe, mais il me semble que c'est le système Google qui est intégré dans le véhicule, mais vous avez tout de même accès à Apple CarPlay. Ouais. C'est bien ça? Oui. Moi, j'utilise Waze la majorité du temps quand je suis en ville. Là. Mais pour les voyages, les plus longs trajets, je vais utiliser le Google embarqué. Là. OK. Mais quand tu dis Waze, c'est Waze sur ton téléphone ou tu as téléchargé Waze dans ton auto? En fait, je ne suis pas certain, mais j'ai Waze à l'écran de mon auto. OK, donc, OK. Mais sans eux, non. Et je l'ai downloadé, là, les téléchargé. Oui, c'est le Google Store. Là, dans le fond, c'est ça, c'est Google Automotive, comme dans les Polestar, puis tout ça. Oui, puis Spotify aussi, oui. Ça, en fait, CarPlay est arrivé, je pense, c'est-tu en septembre, il n'était pas inclus encore. Là. Ouais. C'est une des mises à jour, là, je pense que c'est 1.4.2. Moi, c'était une autre affaire qui était important, là, ce qui me fait choisir entre Tesla et ça. Moi, je trouve que la Volvo, c'est comme une petite Tesla Tesla aurait pu faire. C'est un peu la même chose, l'écran, pas de bouton. Hybride, oui, effectivement, c'est intéressant. Ouais. C'est ça. Oui, puis tu vois, Tesla n'a pas CarPlay, mais ne l'a jamais eu. Puis tu as des entreprises comme GM qui l'avaient puis qui l'ont laissé tomber pour Google uniquement. Là, fait qu'il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais quand tu es dans l'écosystème Apple, de pouvoir le conserver, c'est un choix. Les gens qui ne l'aiment pas, peuvent utiliser. C'est parce que ce que je trouve important avec CarPlay, c'est que ça amène ton téléphone sur l'écran, ce que tu n'as pas avec un système embarqué, peu importe le véhicule. Moi, j'ai ma porte de garage là-dessus, dans CarPlay, parce que je suis équipé HomeKit maison. Donc, ma porte de garage, quand j'arrive à la maison, elle apparaît. Fait que je ne pourrais pas avoir ça dans le système. Je pense pas, en tout cas. Les textos vocales, ça marche super bien. Là. On répond à la voix, puis ça l'écrit à l'autre bout quand ça se rend. Ouais. C'est toutes des choses... c'est ça. Ça sert des données aussi de notre téléphone. Je trouve ça pratique d'avoir l'option de ça dans l'auto. Messieurs, en terminant, puis je vais commencer avec toi, Martin, ça fait pas excessivement longtemps que tu as le véhicule, et dans ton cas, c'est ton premier véhicule électrique, mais avec le recul que tu as maintenant, est-ce que tu referais le même choix? Oui. Ah oui. Tu ne regrettes pas du tout ton véhicule? Puis, Non, même j'ai installé, moi, l'attache remorque puis le rack sur le toit, là, puis il tire plus que mon CR-V, ce véhicule-là. Donc, non, ça fait... il remplit toutes mes conditions. Ouais, toi, Gilles?
Tu veux dire, il tire plus en poids? Oui. OK. Oui. Ouais, non, moi aussi, Il tire 2000 livres, puis le Cervé, il tirait seulement 1500. Est-ce que tu as la boule d'origine là, de Volvo? Tu as fait poser oui, par je après? l'ai fait installer d'usine. Donc, OK, la même chose que moi. Oui. Ouais, tu as un petit bouton dans la valise, puis la boule elle sort du bumper puis, en dessous. Là. Il sort, oui. Puis le filage est déjà inclus dans le... Oui, c'est un 7 pins, oui. Oui, dans la boule, là. Fait que c'est déjà... Tout intégré. Ouais, c'est intégré, là, c'est ça. C'était quoi ta question? C'était, est-ce que tu referais le même choix? Le même choix, oui. Oui, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu dévoiler, je pense que c'était en juin 2023, sur Internet. Puis j'ai pas été déçu quand que je l'ai essayé. Puis là, depuis que je l'ai, ça fait un peu plus d'1 mois, là, puis j'aime bien ça. On va au chalet toutes les fins de semaine. Là. C'est un bon 2 heures de route. Puis, fait qu'on a eu le temps de l'essayer. Là. On est peut-être rendu à 4 ou 5 000 kilos là, déjà. Donc, non, j'ai hâte de voir l'hiver parce que là, c'est mon premier électrique 4 roues motrices. Oui, effectivement. C'est ça. Ben, messieurs, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cette information-là. J'espère que ça a éclairé les gens un peu là, qui, parfois... Dans la réflexion, on dirait que pour beaucoup de gens, ce véhicule-là n'est pas considéré. Les gens pensent qu'il est trop petit ou en tout cas, lui porte des fausses perceptions, mais je crois que c'est un véhicule qui gagne beaucoup à être connu. Donc, l'information que vous avez donnée aujourd'hui pourra sûrement nous aider ou aider ceux qui cherchent un véhicule de ce type-là, là, de le regarder, à tout de moins d'aller l'essayer puis de le mettre dans les possibilités comme véhicule. Peut-être une petite dernière question avant de tirer à la plug. Avez-vous eu affaire au service chez Volvo? Et si oui, vos impressions à date? Moi, je trouve qu'ils ne connaissaient pas les données, les spécifications, surtout au niveau des roues. Parce que pour le magasinage de pneus d'hiver et tout ça, là, ils n'étaient pas certains s'ils pouvaient avoir du 18. Il n'y avait pas les specs pour les offsets, toutes les spécifications d'une roue en alliage. Puis certains menus qu'ils ne connaissaient pas là, donc, il n'était pas 100% au fait du véhicule qui vous vendait, mais quand vous êtes quand même bien reçu, bien servi. Oui. Pas Gilles? Le représentant, il a bien fait ça avec moi. Ouais, moi aussi, ça a été bien. Là. Ils m'ont bien présenté le véhicule, mais c'était juste au moment de la livraison. J'ai pas eu besoin d'y retourner après pour le service. C'est une bonne nouvelle en soi. Oui, j'ai pas. C'est ça. Il n'y a rien encore à part les petites affaires logicielles, mais qui se corrigent avec des mises à jour. Bon, on vous souhaite bien du plaisir. Bon hiver avec votre premier hiver avec votre véhicule. Ça devrait bien aller. Puis si jamais il vous arrive des affaires rocambolesques, vous me le ferez savoir. Merci, messieurs, pour votre présence à Silence on roule. Merci. Merci. Salut. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585.
Roulez vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une première fois en 2025, mais on va pas mal reprendre là où je vous avais laissé à la fin, à ma dernière chronique en 2024, car si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé des changements à venir dans les subventions pour les voitures électriques à venir pour le début de l'année 2025. Mais comme ça bouge très vite dans le monde de l'électromobilité, on a eu plusieurs autres annonces depuis le début 2025. Donc, je voulais faire avec vous un petit récapitulatif, puis un peu vous donner un peu un résumé de qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois au niveau des subventions provinciales et fédérales. Donc, si vous vous rappelez, ce que je vous avais donné comme information, c'est que le programme Roulez vert du gouvernement provincial avait déjà planifié une réduction de la subvention de 7 000 à 4 000 $ pour janvier 2025, pour toute l'année 2025 en fait. Donc ça, c'était déjà prévu, on l'anticipait déjà, c'était déjà ce qui était annoncé. Par contre, avant même la fin de l'année 2024, dans les derniers jours du mois de décembre, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il suspendrait son programme Roulez vert des subventions pour les voitures électriques à compter du 1er février jusqu'au 31 mars. Donc, ce n'est pas une réduction permanente du programme, c'est une suspension. Donc, pour les mois de février et de mars qui s'en viennent dans les prochains jours, ça va être suspendu. Donc, on ne pourra plus émettre de demande. Les concessionnaires non plus ne pourront pas émettre de demande en votre nom pour pouvoir profiter de la subvention qui est maintenant de 4 000 $ pour 2025. Donc, la raison évoquée par le gouvernement pour une telle suspension du programme est que le budget alloué pour l'année 2024-2025, donc au niveau du gouvernement, les budgets sont faits de avril jusqu'à la fin mars. Le budget pour l'année qui se termine prochainement est épuisé. Donc, le budget qui avait été alloué, les demandes ont fait en sorte que les gens ont profité de l'enveloppe qui était disponible dans l'ancien régime, qui était évidemment le 7 000 $. Donc, les gens ont beaucoup profité des derniers mois de 2024 pour se procurer un véhicule électrique, ce qui fait en sorte que pour les 3 premiers mois de l'année 2025, il ne restait pas assez de budget pour pouvoir subvenir à la demande de subventions que les gens font pour l'achat d'une nouvelle voiture électrique. Alors, ceci, c'était pour le volet provincial de nos subventions. Maintenant, pour le volet fédéral, ce qui est arrivé, c'est dans les premiers jours du mois de janvier, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il suspendrait à son tour le programme fédéral de subvention pour les voitures électriques, donc la subvention de 5 000 $, qu'il les suspendrait dans les prochains jours. À ce moment-là, c'est le 10 janvier, lorsque ça a été annoncé, on ne savait pas trop combien de jours, combien de semaines il nous resterait. Ils ont communiqué un montant qu'il restait au niveau du budget. Et dès les jours suivants, il a été annoncé que c'était terminé pour le moment, qu'on suspendait à son tour le programme pour les subventions de voitures électriques au niveau fédéral et qu'aucune date n'a été communiquée à savoir si et quand ça allait revenir. On peut supposer que, comme au niveau provincial, au moment que les nouveaux budgets de la nouvelle année au niveau du gouvernement va arriver en place au 1er avril, que la subvention pourrait être disponible. Mais rien n'est plus certain au niveau fédéral. Évidemment, c'est pas une chronique plus politique que je fais. Vous savez qu'il y a de l'instabilité au niveau du gouvernement fédéral. Justin Trudeau a démissionné de son parti. Il va y avoir un nouveau chef qui va être élu. Et il n'est pas dit qu'on n'aura pas à élire un nouveau gouvernement en 2025. Donc, est-ce que les programmes pour la prochaine année au niveau du gouvernement vont être renouvelés, vont être comme prévu remis en place pour, entre autres, la subvention pour les véhicules électriques? Il n'y a rien de certain à ce niveau-là. Donc, en résumé, au moment de produire la présente chronique, on est le 28 janvier. L'épisode de Silence on roule va être disponible le 31 janvier.
vous êtes probablement déjà en février lorsque vous allez l'écouter. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, actuellement, pour le mois de février et pour le mois de mars, les deux subventions, en fait, sont suspendues. Donc, il y a $0 de subvention disponible si vous achetez et prenez livraison de votre voiture électrique pendant ces 2 mois-là. Ce qui est certain, c'est que la subvention provinciale sera réactivée le 1er avril. Donc, 4 000 $ de subvention va revenir disponible pour les acheteurs québécois. Au niveau fédéral, il faut encore attendre que des annonces soient confirmées à ce niveau-là. Quand on y pense, c'est assez paradoxal de voir qu'en l'espace de 14 mois, on va avoir passé de 13 000 $ à $0, du moins temporairement, de subvention. Donc, au niveau des manufacturiers, c'est sûr qu'au niveau de l'offre, de disponibilité, d'échelle de prix, d'ajustement, ça demande actuellement et dans les prochains mois, selon moi, beaucoup de changements. On va voir ça évoluer, fluctuer, des prix à la hausse, des prix à la baisse. Actuellement, c'est ce qu'on voit. Certains manufacturiers haussent les prix, comme Tesla, par exemple, en justifiant que actuellement, ils n'ont plus à se conformer au plafond des subventions, qu'il y a le taux de change qui est défavorable. Ils ont augmenté le prix, entre autres, de la Model 3 et de la Model Y, qui étaient les modèles les plus populaires, évidemment. D'autres font actuellement des publicités à la radio. J'entends beaucoup Hyundai, Chevrolet, qu'actuellement, ils essayent d'attirer les gens pour d'ici la fin du mois de janvier. Évidemment, au moment d'écouter la chronique, on va déjà être passé ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver en février? Qu'est-ce qui va arriver en mars? J'anticipe un petit peu comme lorsque le gouvernement fédéral avait annoncé sa mise en place de sa subvention fédérale quelques mois d'avance, si je me rappelle bien, 2 ou 3 mois. Donc là, les ventes avaient évidemment très stagné pendant ces 2 mois-là. Est-ce que c'est à ça qu'on va assister cette fois-ci? Il va falloir voir. Puis après ça, en avril, si jamais la subvention fédérale ne revient pas d'ici, est-ce qu'au moins le prochain gouvernement potentiellement serait élu? C'est des prochains mois qui vont être intéressants à suivre, évidemment, là, pour tout ce qui va se passer dans le marché des voitures électriques. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique. J'espère que ça vous a plu. C'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le seul événement à court terme, c'est l'AVEC se recharge au Salon international de l'Auto de Québec du 3 au 9 mars au Centre des foires de Québec. 250 boulevard Wilfrid Hamel, édifice E. Il y aura des essais routiers, les véhicules seront en démonstration et kiosques d'information. Au niveau des conférences, j'aurai plusieurs conférences à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Le 10 février à 18h à Brossard, une conférence au Club Richelieu de Saint-Lambert, c'est au 7850 boulevard Tachereau. Le 20 février 2025 à 19h à Saint-Rémy à la Bibliothèque municipale. Le 13 mars 2025 à 19h30 à la salle Evelyne Meloche au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville de Saint-Louis-de-Gonzague. Le 18 mars à la Bibliothèque Vendée au 1800 rue du Village à Amherst. Le 30 mars à Beaconsfield à la Bibliothèque municipale. Le 8 avril à Sherbrooke, c'est une conférence privée pour l'AREC. Et ensuite, le 22 avril à Châteauguay, à la bibliothèque sur la rue Maple. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Gilles Savard, Martin Grégoire, Émile Archambault, Sébastien Côté et Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Roulon électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@
silenceonroule.com, mais l'information générale sur les voitures électriques se retrouve au www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Et un rappel, si vous voulez écouter le balado de Fiston, vous devez rechercher ADO, AD''HAUT, sur tous les sites de podcast. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.